On n'a pas eu le top départ, mais Sandrine, peut-être que Si, c'est déjà démarré. si, bonjour à C'est tous, bon. hein. Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis d'accueillir à nouveau sur le média donc Planète Food Santé le second webinaire de l'Institut for Positive Food qui durera donc 1h20. On va essayer d'être très précis. Aujourd'hui, nous allons donc discuter et débattre autour du sujet l'émergence d'un nouvel omnivore et notamment comment favoriser les comportements alimentaires sains et plus durables. Donc, ce webinaire est le second d'une série donc, de 3 webinaires sur le sujet de la transition alimentaire. Tout au long de ce webinaire, donc, vous avez la possibilité de poser les questions donc, dans l'onglet questions. Donc, on y regarde très régulièrement. On y répondra à l'issue de chaque intervention, une ou deux questions. Puis, lors de la table ronde. Donc, si vous rencontrez par contre quelques soucis au niveau de son ou autres problèmes techniques, n'hésitez pas à utiliser l'onglet chat, qu'on puisse réagir assez rapidement. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Nikta Vagefi, donc vice-présidente de l'Institut for Positive Food et directrice nutrition de Savencia, qui va introduire plus précisément ce webinaire. Je vous précise qu'on peut maintenant couper le son pour ceux qui ne l'ont pas coupé, et puis on enlèvera nos caméras à la fin de la présentation de Nikta. Très bon webinaire à tous. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence au webinaire de ce matin, ce deuxième webinaire de l'Institut for a Positive Food. Comme vous le savez, l'Institut vient d'avoir d'un an. Et nous sommes vraiment ravis des actions qui ont été menées sur cette première année avec l'appui et l'accompagnement du conseil scientifique de l'Institut. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une petite vidéo de retour sur les faits marquants de cette première année sur notre page LinkedIn si vous le souhaitez. Donc, parmi les actions majeures menées, on avait la publication de la charte Positive Food au mois de juin. Donc, c'est un document qui a été rédigé et signé par le conseil scientifique de l'Institut qui avait pour objectif de fonder le socle scientifique de la vision Positive Food. Donc, la charte analyse les angles majeurs de la transition alimentaire et apporte également quelques orientations, quelques recommandations pour l'orientation des actions en faveur d'une alimentation saine et durable. Donc, nous souhaiterions qu'un maximum d'acteurs puissent adhérer à cette charte et adopter les principes et les recommandations de cette charte. Alors, c'est quoi adhérer à la charte Positive Food? Donc, c'est en tout petit, à l'écran, je vous le lis. C'est adopter une vision globale de l'alimentation associant la santé et le plaisir de manger, être acteur de la diffusion de messages cohérents et scientifiquement fondés, des messages positifs, donc en évitant les approches un peu simplistes qui puissent classer les aliments en bons et en mauvais, tout en privilégiant bien sûr des aliments peu transformés. Et plus en lien direct avec la thématique du webinaire de ce matin, promouvoir la notion d'une nouvelle omnivore. Pour nous, le nouvel omnivore, c'est celui qui n'oppose pas l'animal et le végétal, mais qui s'oppose des questions de portions et de fréquence de consommation des différentes catégories, tout en privilégiant une alimentation diversifiée. Et aussi faciliter les changements de comportement vers une alimentation plus durable, qui puisse allier au mieux la santé humaine et celle de la planète. Donc, c'est vraiment l'objectif du webinaire de ce matin, d'écouter les experts du domaine des comportements alimentaires et également de discuter des leviers qui existent, qui peuvent être utilisés pour faciliter les évolutions de comportement vers une alimentation plus saine et plus durable. Donc, je vous souhaite un bon webinaire. Et je passe la parole à Pascal Eben. Bonjour à tous, enchantée d'être avec vous ce matin. Ce qu'on vous propose ce matin autour de ce webinaire sur comment favoriser les comportements sains et plus durables vis-à-vis d'une émergence de changements très importants. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a depuis 5-6 ans des changements très très forts de la part des consommateurs. Et c'est bien par le biais de ces consommateurs qu'on arrive à avoir un chemin vers une transition écologique de plus en plus forte. Le Covid accentue ces comportements. On a deux types de comportements qui se mettent en place.
d'un côté, au sein d'un même type de produit, les consommateurs vont choisir des façons de produire ces produits qui sont très différents, qui soient produits plus auprès de chez eux, par exemple. Et puis, au sein du régime alimentaire, on va changer le type d'aliments consommés. Et ça aussi, ça va participer à aller dans ce sens d'une alimentation plus saine et plus durable. Et ces changements-là qui sont en cours, évidemment, on va vouloir influencer les comportements des consommateurs, accentuer certains changements pour aller dans ce sens. Et évidemment, il y a plusieurs outils. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de bien comprendre comment se font ces changements de comportement avec Emmanuelle Lefranc, qui est doctorante en sociologie, et qui va vous montrer comment, d'une partie de la population, on a une forte fragmentation de la population des consommateurs autour de ces changements, et elle va vous parler de ceux qui sont plutôt sur un comportement beaucoup plus sain, beaucoup plus durable, et c'est une partie seulement de la population française. Ensuite, Bernard Ruffieux, qui est professeur agrégé des universités à l'école de génie industriel dans le groupe de Grenoble INP, vous fera un panorama des méthodes qui permettent d'aller dans le sens de ces changements de comportement qui soient plus sur une influence qui soit raisonnée de la part des consommateurs. Et puis Pierre Chandon, qui est directeur du laboratoire comportemental à l'INSEAD, Sorbonne Université, qui est aussi professeur titulaire de la chaire L'Oréal en marketing, va vous faire un panorama des types de nudges. Les nudges, c'est des influences pas à pas qui peuvent être de plusieurs ordres, et il va vous faire un bilan de ce qu'on a pu déjà mesurer comme impact positif de ces façons de faire changer les comportements des consommateurs. Ce qu'on vous propose en termes d'organisation, c'est de bien mettre des questions dans le chat. Vous ne pouvez pas prendre la parole. Et on aura donc à la suite de chaque intervention, après 15-10 minutes d'intervention, 5 minutes d'échange. On regroupe les questions, on les repose aux intervenants. Et ensuite, on aura, à la suite des 3 interventions, une table ronde où on pourra échanger tous collectivement. Je propose de passer à la première… Pascal, juste une précision. Les questions, c'est dans l'onglet questions, et dans le chat, c'est les petits soucis techniques s'il y en a. Donc pour les questions, c'est bien l'onglet questions, pas l'onglet chat. Ouais. Merci de la précision, Nathalie. Donc je passe la parole à Emmanuelle Lefranc, qui est doctorante, qui a travaillé beaucoup sur les sujets d'éviction de type d'aliments, et qui va nous faire un panorama de ce qui permet, quel est le processus des changements alimentaires. Je te laisse la parole, Emmanuelle. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation. Et donc, il est question aujourd'hui pour cette table ronde du changement alimentaire. Je vais partager ma présentation tout de suite avant de l'oublier. Alors, partager l'écran. Ah, excusez-moi, j'ai un petit souci. Le voilà. Voici, c'est bon pour tout le monde. Donc, il est donc question aujourd'hui pour cette table ronde du changement alimentaire et des moyens de le favoriser. Et j'aborde cette question donc, du point de vue de la sociologie de l'alimentation. Et donc, la littérature en sociologie, en psychosociologie de l'alimentation, voilà, nous apprend que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un groupe social plus large, ou même d'une société, qu'il est globalement plutôt difficile d'instituer, d'insuffler un changement alimentaire sur le long terme. Alors, les travaux sur ce point décrivent plutôt une possibilité de changement sur le court terme, et puis sur le long terme, plutôt une forme de résilience des pratiques alimentaires. C'est-à-dire que globalement, le changement est difficile à initier de manière volontariste, et les pratiques alimentaires tendent toujours à revenir à leur état antérieur. Alors, ce qu'est l'état antérieur, c'est-à-dire celui des habitudes premières, moment où on forme son goût.
Donc, devant ce constat, que nous resterait-il à dire? Eh bien, non sans une pointe d'ironie, devant ce constat qui pourrait sembler peu encourageant, on pourrait se demander si les changements alimentaires ne seraient pas peut-être plus difficiles même à initier que le changement climatique lui-même. Mais on va essayer de positiver les choses, rassurez-vous, et de voir ça maintenant. Donc, si on se pose la question de comment favoriser ces changements, il faut comprendre dans un premier temps ce qui peut sans doute freiner toute démarche de changement, aussi fortement désirée qu'il le soit par l'individu, et à contrario, qu'est-ce qui peut garantir le succès d'un changement. Donc, c'est en fait finalement poser la question de comment favoriser un choix alimentaire qui soit positif et qui mène vers des alimentations saines et durables. Alors, il y a une solution qui est souvent proposée, et à juste titre, c'est celle d'informer les gens. Et le paradigme informatif a longtemps été dominant et utilisé en santé publique, et il présuppose que c'est parce qu'il est ignorant que l'individu ne fait pas le bon choix, et que si on lui donne les bons éléments pour réfléchir correctement, là, il pourra faire le bon choix, celui vers lequel on veut qu'il aille. Il postule donc ce paradigme informatif de l'information, donc une responsabilité centrale de l'individu face à ses choix. Mais la littérature en sociologie a revu un peu les choses à ce niveau-là par la suite et a mis en avant le fait que cette posture, c'était aussi omettre le fait que qu'il y ait des déterminants multiples de ces choix individuels et surtout des choix en termes d'alimentation. Donc là, cette petite slide vous montre ce petit personnage qui est entouré d'une multitude de déterminants, mais dans ce contexte, la volonté seule de l'individu a parfois peu de chances de produire des modifications durables et surtout sereines pour cet individu. C'est ce qu'on va essayer de voir donc ensemble maintenant. Non, je reste un petit peu ici. Ces moments où donc, ces arbitrages sont particulièrement renégociés correspondent en fait à des étapes majeures du cycle de la vie familiale. Et donc, je reprends ici effectivement une diapositive de Jean-Pierre Poulain qui présente ces étapes du modèle renouvelé du cycle de la vie de la famille. Donc, on voit qu'il y a différents types de structures familiales en fonction de ce cycle de vie, tout simplement, hein, jeunes célibataires, jeunes mariés sans enfants, jeunes mariés avec enfants, etc. Et en fait, dans le cadre d'un travail de recherche auprès de personnes étant dans une démarche de questionnement et de conversion vers une alimentation saine, que j'ai appelée pour aujourd'hui donc les mangeurs healthy, eh bien, on a pu constater qu'il y avait deux étapes de ce cycle de vie familiale qui étaient largement plus propices à la mise en place de ces changements. Alors, il s'agit de l'étape de l'arrivée d'un enfant dans le foyer. Donc, un moment où on va être beaucoup plus engagé sur ces choix en matière alimentaire du point de vue de la santé et également d'un point de vue un peu existentiel. Et puis, d'un point de vue également Donc, c'est des paramètres, en tout cas, qui vont permettre aux gens d'aller vers une alimentation éventuellement plus saine et plus durable. Et puis, il y a un autre créneau qui est, à contrario, le moment de départ des enfants de la maison, où il y a également une remise en questionnement possible des choix alimentaires. Donc, la particularité de ces mangeurs healthy que j'ai rencontrés est justement que leur choix alimentaire est fait uniquement selon un critère de santé, en fonction de ce qu'ils ont défini, en tout cas, comme étant pour eux une alimentation idéale pour leur santé. Alors, je ne les prends pas ici totalement comme exemple pour leurs pratiques alimentaires, en disant que leurs pratiques sont celles vers lesquelles on devrait aller dans le cadre d'un modèle durable et sain, mais plutôt comme exemple de personnes ayant initié un changement alimentaire en fonction d'un critère, un seul leitmotiv qui domine les autres. Donc, ce n'est plus le goût, ou l'habitude culturelle, familiale, ou la dimension économique, le pouvoir d'achat, la disponibilité des denrées qui déterminent le choix, ou chacun d'entre eux, c'est, voilà, on tranche en disant non, ma décision est de mettre en place une alimentation saine.
Donc, l'avantage d'établir un choix en fonction d'un critère unique est bien entendu la simplification du processus de choix. Mais les inconvénients sont de se confronter à d'autres problèmes générés par la non prise en compte des autres dimensions. Là, si on ne prend pas en compte son pouvoir d'achat, on va peut-être avoir des soucis au niveau de son budget si on décide de mettre énormément d'argent pour une alimentation saine. La disponibilité des denrées également peut nous faire perdre du temps si on décide d'aller très très loin pour acquérir ces aliments que l'on considère comme sains. Donc, le constat auprès de ces mangeurs que je nomme les healthy, c'est que ce type de changement peut s'inscrire dans la durée, mais ce mangeur healthy tient son changement véritablement au prix d'un certain inconfort et d'un coût individuel assez remarquable parfois, que ce soit en termes de relations sociales, en termes de temps, qui peut être majoré à la question alimentaire, qui peut aller parfois devoir empiéter sur d'autres pans de sa vie, et également, par exemple, la question économique, qui n'est pas négligeable. Et si l'on doit envisager qu'un grand nombre d'individus fassent un choix pour des aliments et un modèle alimentaire sain et durable, parce qu'ils auront acquis de l'information sur ce type d'alimentation et qu'ils feront donc le bon choix éclairé, si ça doit générer des contraintes sur d'autres dimensions de leur vie, en termes économiques, en termes de temps, de convivialité ou autre, il est sans doute difficilement vraisemblable que ce choix puisse tenir. Et il est donc indispensable de prendre en compte ce qui aiderait au processus de ce changement. Là où j'ai vu, moi, des personnes très motivées pour leur changement être mis en difficulté par ces paramètres, il me semble qu'il serait important de veiller à certains points. Notamment, un point important, c'est que l'individu ne se sente pas seul dans son changement, mais inséré dans un mouvement qui serait un mouvement collectif de société, où ce qu'il propose, en tout cas, est identifié, accepté socialement et correspond à une norme de son groupe social. Et ensuite, il faudrait que sa mise en pratique concrète soit facilitée. Alors, comment faire en sorte que les différentes dimensions influençant le choix alimentaire soient toutes cohérentes avec la dimension d'un choix sain et durable et que ça ne n'empêche pas d'y accéder? Eh bien, là, je plaide pour qu'on ait recours aux sociologues de l'alimentation, justement, parce que ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier les points à risque dans les parcours personnels, aussi différents soit-il, ces points à risque où justement le choix sain et durable n'est plus le plus facile à faire et le plus opérationnel. Alors justement, on peut avoir recours à un espèce de diagnostic sur le terrain fait par les sociologues de l'alimentation, car il y a en effet nécessité pour chaque territoire, chaque population de dresser ce diagnostic qui doit être fait au cas par cas. Car les points difficiles, bien sûr, sont dépendants de chaque population en fonction de leur profil socio-économique et également en fonction du territoire dans lequel ils sont implantés. Donc l'information, elle reste importante, certes, pour valoriser ces changements, pour les médiatiser, pour aider à leur diffusion dans la population, pour que les individus qui initient ces changements puissent s'identifier à un mouvement global qui soit valorisé socialement. Et enfin, effectivement, il faut adapter les communications en fonction de ces étapes de vie dont je parlais tout à l'heure, pour qu'ils soient percutants et efficaces sur certaines populations d'âge. Une slide maintenant sur les indices qui peuvent nous laisser être optimistes quant à l'avènement de ces changements. Les récents travaux d'enquête réalisés par le CREDOC notent une montée donc, des valeurs et des pratiques allant dans le sens attendu de ce qui est pensé aujourd'hui comme étant une alimentation saine et durable. Alors notamment, la population a déjà montré des signes de végétalisation de son assiette. Par ailleurs, l'environnement, la santé et surtout les interdépendances entre l'état de l'environnement et l'état de notre santé sont des valeurs auxquelles se déclare être sensible une majorité d'individus en France. Et la crise de la Covid a également amplifié ce phénomène et la prise de conscience écologique. Et l'on constate que la philosophie appelée la One Health se diffuse largement dans la population. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent favoriser l'augmentation des comportements vers une alimentation durable et saine. Et puis, si on regarde les objectifs en termes d'alimentation durable formulés dernièrement, on voit
il est important de souligner que ces changements ne heurtent en rien nos modèles socioculturels alimentaires. On ne nous dit pas d'arrêter totalement de manger nos steaks frites et de les remplacer par une fricassée de sauterelle, par exemple. Il y a une véritable accointance culturelle qui est au demeurant voulue et pensée par ces experts, mais qui confère à ces propositions saines et durables toute leur chance de pouvoir être pratiquées. Alors certes, cela demande un réaménagement en termes de quantité et de fréquence, ce qui ne va pas sans heurter certaines habitudes, mais globalement, l'ordre du mangeable, la trame culturelle est globalement préservée et ceci en fait un objectif atteignable. Ce qui n'a pas toujours été le cas chez les mangeurs healthy que j'ai pu rencontrer, qui expérimentent des choses qui, justement, ont tendance parfois à s'opposer à nos cultures alimentaires. Et ça, c'est un élément qui est en défaveur de la pérennité de la mise en place d'un changement de comportement. Donc, en conclusion, j'avais oublié de passer la slide, excusez-moi. Donc, en conclusion, si l'on veut initier un changement, eh bien, il semble nécessaire, au-delà du fait de compter sur la volonté de l'individu, que celui-ci ait les moyens pratiques de préférer ce mode alimentaire sain et durable. Et comment? Eh bien, donc c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut que la routine alimentaire qu'il mettrait en place dans cette dynamique de changement présente des nets avantages sur la précédente, en termes de valeur, certes, mais également, en termes de valeur, j'entends par là de valeur existentielle, de valeurs auxquelles on a envie de croire et d'adhérer dans une démarche justement de changement vers une meilleure santé, une meilleure écologie, mais également surtout en termes de praticité, de gain de temps, d'argent, de plaisir et de valorisation sociale. Et là, les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs des filières ont véritablement, certainement, une part importante à prendre dans ce changement. Donc, le message final de cette présentation, c'est compter sur l'individu, l'informer, et compter sur sa motivation, effectivement, mais pas uniquement. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce constat et ces recommandations très synthétiques. Il n'y a pas de questions, vous n'avez pas posé de questions. Vous pouvez, on vous laisse quelques minutes pour en ajouter. C'est bien dans l'onglet questions. Donc, s'il n'y a pas de questions précises de la part des participants, moi, je vais en poser une à Emmanuel. C'est que tu nous dis qu'il faut absolument arriver à guider les individus au moment où il y a des changements dans leur vie. Est-ce que tu penses que le Covid a été une période qui représente une rupture? Tu as parlé plutôt du cycle de vie. Est-ce que pour toi, on a vu dans cette interruption de 18 mois des questions d'individus qui auraient pu justement mettre en place des nouvelles stratégies alimentaires? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un rapport au temps là, qui a été totalement différent. Et effectivement, des expérimentations, on voit bien combien justement cette notion de temps dévolu à la mise en place de l'alimentation a été cruciale et importante. Et j'en reviens toujours justement à l'importance de comment repenser ce temps disponible pour l'alimentation. Donc ça, c'est évident. La Covid aussi, alors du point de vue des mangeurs healthy que je connaissais, ça n'a fait qu'exacerber le questionnement en lien avec j'agis individuellement, quelle est ma responsabilité dans ce macrocosme dans lequel je prends part. Donc ça, effectivement, ça a exacerbé aussi des impulsions de changement parce que ça a révélé encore une fois ces liens directs entre nos manières de consommer et la façon dont on imprime quelque chose sur l'environnement. Il y a trois questions Depuis, voilà. Donc, juste une première question, Emmanuel. Est-ce que toi, tu vois un lien entre ce que tu as appelé le healthy et des comportements qui soient plus éco-responsables? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes individus qui vont agir sur l'environnement et sur leur santé? Quel lien tu y vois entre le durable et le sain? Effectivement, il y a des démarches qui peuvent être initialement très différentes parce que qui peuvent paraître centrées sur soi, s'occuper de sa santé et s'occuper de l'écologie.
qui peuvent amener à des pratiques qui peuvent être très proches. Par exemple, le flexitarisme, il y a autant des motifs sanitaires pour le mettre en place que des motifs en termes de durabilité écologique. Donc, dans ce sens-là, on ne peut pas, quand on va analyser, regarder les comportements, qui consomme, par exemple, qui pratique le flexitarisme, on va pouvoir voir que c'est la même pratique, mais derrière ça, on n'a pas du tout les mêmes parcours et la même intention mise soit sur la santé, soit sur l'environnement. Effectivement, c'est des foyers, des personnes, des trajectoires qui sont totalement différentes. Mais ce qui est assez étonnant et ce qui constitue, à mon avis, l'avenir de ce changement, c'est tous les ponts et les réunions qu'on peut faire entre justement ces motifs initiaux totalement différents, mais qui se rencontrent justement sur ce lieu de rencontre entre l'écologie et la santé. On a une deuxième question qui est autour du temps qu'il faut pour qu'il y a entre l'écart, entre le moment où ils sont sensibilisés à un sujet et le moment où ils font le changement. Est-ce qu'on sait à peu près si ça prend beaucoup de temps? Et puis ensuite, évidemment, est-ce que ça s'inscrit dans la durée? C'était ton propos. Ouais, comme ça, je n'ai pas de données qui me viennent. En revanche, il y a souvent des éléments déclencheurs. C'est dans les biographies, hein, dans ce qu'on recueille comme données, c'est quand même largement souvent un élément déclencheur. Donc, je parlais de l'arrivée des enfants dans la famille. Ça peut être aussi autour d'une maladie. Ou voilà, d'un élément qui va faire qu'on peut faire un peu tabula rasa et surtout justement reproduire ce schéma de mettre en place cette réflexion globale sur l'alimentation. Les gens ne sont pas tout le temps en train de se poser des questions sur fondamentales à chaque fois qu'ils vont manger, mais il y a des moments bien spécifiques où effectivement cette réflexion elle est menée. Et ensuite, on a une mise en place des routines. Une fois que tout a été bien analysé par l'individu. Et il y a ce cycle comme ça qui revient, routine, un élément qui vient déstabiliser, on fait le compte sur toutes les nouvelles informations qu'on a eues et on remet en place des nouvelles routines. Ça peut être aussi tout simplement un déménagement où on va effectivement devoir choisir des nouveaux moyens de s'approvisionner. Donc là, c'est vraiment le stock d'informations dont la personne a bénéficié jusque-là qui va être revu et qui va aboutir à un nouveau choix et un nouveau changement. Merci Emmanuel. On va passer la parole tout de suite à Bernard Ruffy qui justement va rebondir par rapport à ce que tu dis sur le niveau de connaissance et le fait qu'on peut avoir un raisonnement sur les attentes et sur l'information qui est donnée. Vous avez posé tous beaucoup d'autres questions, mais on va les garder pour la table ronde. On a 25 minutes tout à l'heure. Donc, je passe la parole à Bernard. Merci beaucoup. Merci. Attendez, Voilà, donc je vais vous parler d'information et pour l'essentiel d'étiquetage. Là, je peux préciser que je suis membre du Conseil scientifique de l'expérimentation nationale sur l'affichage environnemental des produits alimentaires, que la synthèse de ce rapport a été publiée hier, elle est disponible sur le site de l'ADEME. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout neuf, qui est en cours, qui va être présenté dans les jours qui viennent. C'est important de le dire parce que voilà, je vais parler pour l'essentiel d'étiquetage. Mon cœur de métier, c'est les formats d'étiquetage. Je vais essayer d'élargir un peu mon propos et puis parler à la fois de nutrition et d'environnement. Voilà, le transparent suivant synthétise les messages clés de ma contribution, comme ça ceux qui veulent s'assoupir un peu après ce transparent pourront le faire. Je pense que la première idée, c'est qu'il est préférable… Ah, j'aimerais bien qu'on remonte d'un cran, s'il te plaît. Voilà, qu'il est préférable de compter sur la raison et les connaissances communes plutôt que uniquement sur les émotions et sur les croyances, pour favoriser des comportements alimentaires sains et plus durables. C'est l'idée finalement que l'environnement informationnel dans lequel
on plonge le consommateur, est absolument déterminant de ces changements de comportement. Et en plus, cet environnement informationnel, on peut le construire, le fabriquer. Et quels que soient les enjeux qui sont très, très importants, hein, par ailleurs, d'émotions, de difficultés de changement dont vient de parler Emmanuel, ce premier point est important. Deuxième message, c'est que des changements profonds sont nécessaires, qui nécessitent de faire accepter un certain nombre de coûts de changement. Ah, j'ai perdu mon transparent, là, voilà. Avec des coûts de changement, on l'a évoqué tout à l'heure, qui sont à la fois des coûts de changement je perds mon transparent, je ne le vois plus, voilà. Des changements intra-catégories qui ont tendance à pousser les prix de consommation vers le haut, en particulier pour ce qui concerne l'environnement, et puis des changements intercatégories, des changements de régime. Troisième point, c'est que les connaissances scientifiques, des données disponibles, des méthodologies, en particulier d'analyse de cycle de vie pour l'environnement, sont disponibles, sont pertinentes et permettent de fixer des directions quantitatives, précises et fondées sur la science. Le quatrième point, c'est qu'à partir de ces informations, il est possible de proposer une information qui soit saillante, immédiate, bref, qui corresponde à un certain nombre de choses qu'on va dire dans ce webinaire, à condition qu'elle soit, on va le voir tout à l'heure, normative, synthétique, transversale, etc. Et puis le dernier point, c'est que voilà, c'est ce que je viens de dire finalement sur les caractéristiques des formats eux-mêmes. La diapo suivante vous présente tout simplement une brève bibliographie des fondements de ce que je vais vous raconter. La diapo suivante vous énonce le fait que je suis un expérimentaliste de laboratoire et que donc j'observe dans des conditions contrôlées, reproductibles, des achats réels de consommateurs. On aura sûrement l'occasion de parler de la pertinence de ce genre d'études tout à l'heure. Voilà, la diapo suivante nous dit finalement une chose qui va de soi, qui a déjà été soulignée, c'est que les enjeux tant du côté nutritionnel que du côté environnemental sont majeurs. Un point ici important, c'est que les objectifs qu'on va dire de bien commun, en tout cas tels qu'ils peuvent être exprimés aujourd'hui par les communautés scientifiques, ne sont pas toujours alignés sur les croyances et du coup sur les objectifs des consommateurs, et qu'un des objectifs finalement de l'information, du calage d'une information collective, est cet alignement des objectifs communs et des objectifs que se donnent les différentes catégories de consommateurs. La diapo suivante nous indique finalement, avec un peu de précision, les indicateurs quantifiables dont nous disposons. Le Nutri-Score, dont il était question tout à l'heure, est fondé sur ce qu'on appelle le score FSA, qui est multicritère, qui mesure la qualité nutritionnelle des aliments et de l'alimentation, sur des critères précis, enfin, voilà, de manière dominante des nutriments, un peu sur des aliments, et des variables que vous connaissez toutes et tous. L'environnement peut être facilement calé sur le score dit PEF. Lui aussi est multicritère. Il est fondé sur des analyses de cycle de vie. Vous savez tous que les impacts environnementaux ne sont pas des impacts qui sont mesurés par, comment dire, qui ne sont pas incorporés au produit.
Les variables posent problème dans leur délimitation, mais une chose est sûre, c'est que dans ces variables, il y a nécessairement les changements climatiques, les émissions de polluants, évidemment la biodiversité, l'usage des ressources, etc. Voilà, la diapo suivante reprend quelque chose qui a déjà été dit à 2 reprises, mais qui est crucial dans nos discussions, c'est-à-dire que dans les changements de comportement attendus ou à attendre des consommateurs, il y en a de 2 types. Il y a des substitutions de produits au sein des différentes catégories de produits. On parlera peut-être de la typologie de ces catégories, qui est un point essentiel qui vient organiser la distribution entre ces 2 catégories-là de substitution. Donc, la première, c'est les substitutions entre produits qui sont différenciés selon leur mode de production, de transformation, de distribution, leur qualité nutritionnelle, etc. Et puis, le second, la substitution de produits d'un régime à l'autre. On a déjà, à 2 ou 3 reprises, parlé de la substitution entre l'animal et le végétal. Il y en a d'autres, mais qui concernent des changements de régime alimentaire. Alors, mon message, c'est que selon les formats d'information d'étiquetage que l'on va prendre, on va favoriser plus ou moins l'une de ces 2 substitutions et qu'en réalité, il faut faire les 2. Alors, la diapo suivante pose directement la question du nouvel omnivore. Finalement, mon message ici, je le disais tout à l'heure, c'est qu'on accepte bien volontiers, comme dit Kahneman, qu'on a un cerveau rapide et un cerveau lent, qu'il faut faire appel à des nudges, mais aussi à des boosts, etc. Mais l'idée, en tout cas celle que je défends ici et que le comité scientifique dont on parlait tout à l'heure défend, c'est que finalement, en particulier pour l'environnement, il faut s'appuyer sur un environnement informationnel qui accroît les connaissances des consommateurs et fasse au moins en partie appel à leur raison. Sinon, on ne va pas y arriver, et y compris les coûts de changement risquent de ne pas être pertinents. Voilà, la diapo suivante nous plonge finalement dans ces outils d'étiquetage face avant. Là encore, je pense que la balance entre les choix rapides, faciles, saillants, immédiats, et l'appel finalement à la raison et à des transformations, Emmanuel le disait tout à l'heure, des normes sociales, des préférences elles-mêmes, il ne faut pas l'opposer, il faut les prendre comme des compléments, et qu'il est possible d'avoir un affichage à la fois aisé, facile et d'usage immédiat, et fondé sur des directions indiquées par les scores et les préférences dont je parlais tout à l'heure. Donc, alors, un tel format, finalement, là, c'est issu, on va dire, des travaux expérimentaux qu'on a pu conduire depuis une dizaine d'années un peu partout sur la planète. La dimension normative, c'est-à-dire de dire ce qu'il faut, comment dire, privilégier et ce qui conviendrait de réduire est absolument essentiel. Une information synthétique, de manière à ne pas perdre le consommateur, on l'a déjà évoqué. Une dimension transversale, de manière à ce qu'on transversale à l'ensemble des produits, de manière à ne pas inciter uniquement à des changements à l'intérieur des catégories de produits. La dimension colorielle est évidente en termes de saillance et d'immédiateté.
et puis quelques niveaux ordinaux, de manière, là encore, à ne pas perdre les consommateurs. Alors, il serait bon, en particulier pour l'environnement, de compléter ces informations, on va dire, directes par des informations analytiques pour comprendre, pour aider à comprendre, pour aider à se forger des croyances et des convictions qui soient alignées sur la situation objective dans laquelle nous nous trouvons. Et puis, éventuellement, un chiffrage pour saisir les ordres de grandeur. Là, le point important, c'est que, en particulier en termes environnementaux, en termes d'impact environnementaux, un petit nombre de produits a des impacts très, très importants, en particulier en CO2, et qu'il faut que le consommateur soit au courant de ça. Voilà. Par ailleurs, l'étiquetage doit être aussi sensible aux efforts de l'offre quand ils sont alignés sur les scores, les efforts en question. Et il faut permettre finalement à l'étiquetage de donner une valeur client et donc une disposition à payer des consommateurs pour motiver à ces efforts. Voilà. La diapo suivante nous dit finalement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en laboratoire, en tout cas, les consommateurs, lorsque on les met face à des étiquetages ayant les caractéristiques qu'on vient de décrire, se conforment finalement à de tels étiquetages, c'est-à-dire qu'ils changent effectivement leur comportement dans le bon sens, à la fois en environnement et en nutrition. C'est une bonne nouvelle, c'était pas évident. Et que, en revanche, ça laisse une grande latitude à la construction du format, c'est-à-dire que finalement, se conforter, s'aligner sur les quelques priorités que je désignais, laisse une très grande liberté finalement de choix à la construction de ces formats. Voilà. Puis le dernier transparent, je crois, redit finalement ce que je viens de vous dire, hein. Le consommateur doit changer profondément et durablement de comportement alimentaire et changer son environnement informationnel est l'une des dimensions de cette transformation, pas la seule évidemment, hein. Emmanuel l'a fort bien dit juste avant. Les enjeux sont considérables. Le fait de définir des objectifs scientifiquement établis et consensuels nous paraît absolument essentiel. C'est plus ou moins fait du côté nutritionnel, c'est quand même, on va dire, fait à 90% aujourd'hui. Ça ne l'est pas du côté environnemental, donc c'est un gros effort à faire. Des changements sont à faire à la fois des changements de comportement dans les catégories de produits et entre catégories. Du coup, l'affichage doit être aligné à ces objectifs de changement. Et je reprends dans la dernière ligne les principales caractéristiques d'un format ainsi pertinent. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une question sur qu'est-ce que vous pensez des évolutions récentes en termes de réglementation au niveau européen sur ces étiquetages? Ce que j'en pense, c'est que l'enjeu européen est majeur aujourd'hui et que voilà ce que je ne suis pas tout à fait sûr parce que je n'ai pas fait les expériences dans les autres pays. Donc, sans doute, voilà, je ferai un appel scientifique à des explorations de changements de comportement dans les différents pays européens. Donc, modulo ça, je pense qu'aujourd'hui, si on pouvait, en particulier du côté nutritionnel, parce que les choses avancent plus vite de ce côté-là, mais aussi du côté environnemental, se doter d'un affichage normalisé commun, ce serait vraiment très, très bien. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps, mais on reprendra ces questions-là tout à l'heure. Je vais passer la question à Pierre Chandon qui va reprendre finalement dans les nudges ces étiquetages aussi et qui va vous donner des éléments
sur les comparatifs entre les différents nudges cognitifs et affectifs et comportementaux. Et Pierre est directeur à l'université INSEAD. Je te laisse la parole. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc je vais commencer par préciser que les études dont je vais vous parler ont été réalisées à l'INSEAD sans financement des entreprises, tout comme ma présentation aujourd'hui, parce qu'en tant que professeur de marketing, souvent on se demande qui finance l'étude, mais ce sont des études publiées et je suis heureux aujourd'hui, je remercie l'Institut for Positive Food de me donner l'opportunité de les présenter au plus grand nombre. Donc l'objectif de cette présentation rapide, c'est de faire un rapide tour d'horizon de qu'est-ce qui marche pour inciter les gens à manger mieux, dit de manière simple. Et donc déjà, on va se focaliser sur les nudges. C'est quoi le nudge? On parle toujours des nudges aujourd'hui, parce que c'est à la mode et on se dit les nudges c'est tout. En réalité, si on veut être précis, le nudge c'est un changement dans l'environnement de choix qui doit inciter les gens sans contraindre. Donc, par exemple, si on est en supermarché et que vous voyez ici, on a un produit qui est directement devant les yeux ou plutôt en bas, le nudge, ça va consister par exemple à changer l'emplacement en mettant le produit meilleur pour la santé plus facilement visible. Idem évidemment au restaurant sur le menu. Par contre, le nudge, ce n'est pas la suppression, ce n'est pas l'interdiction. Ce n'est pas non plus le nudge, et ça c'est important, un changement de prix. S'il y a une incitation économique, par exemple une taxe sur les sodas ou autre chose, alors là, c'est une intervention économique, ce n'est pas un nudge. Donc, qu'est-ce qui marche chez les nudges? En fait, je vais vous présenter rapidement les résultats d'une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse d'autres études. On a étudié 299 effets, tous réalisés en conditions réelles sur le terrain, en supermarché ou en restaurant. Et pour essayer de visualiser l'impact de ces différents nudges, on a utilisé une métrique qui peut-être, j'espère, parlante, qui est le nombre de cubes de sucre que ça permet de réduire par jour, sachant qu'un cube, c'est 10 calories. Et on a donc 7 types de nudges. Le nudge qui est finalement le plus utilisé, c'est l'étiquetage nutritionnel. C'est aussi le nudge qui ne fonctionne pas. En moyenne, 50 calories de moins par jour. C'est d'ailleurs un effet qui n'était pas significativement différent de zéro. Il s'agit d'un nudge cognitif, c'est-à-dire qu'un nudge dont l'objectif est d'informer le consommateur sur ce qui est bon pour la santé ou moins bon pour la santé. L'étiquetage simplifié, c'est-à-dire Nutri-Score et autres, dont je vais parler un petit peu après, lui permet de presque doubler l'efficacité par rapport à l'étiquetage purement descriptif. Pourquoi? Parce qu'au lieu simplement de décrire, il prescrit. Il y a un code couleur qui vous dit ce qui est bon ou moins bon. Autre nudge informatif, c'est de mettre les produits les plus sains dans un endroit plus visible. Mais au total, on va dire que ces nudges informationnels ont une efficacité assez faible. Et moi, j'aime bien dire que pour manger sain, ce n'est pas tellement un problème de connaissance, c'est un problème de comportement. En anglais, on dit que ce n'est pas un knowing, c'est un doing problem. Et pour illustrer ce propos, je vais parler de cette étude qu'on a publiée d'ailleurs avec Bernard Ruffieux, qui était à l'origine une étude commanditée par le ministère de la Santé, dans laquelle on a testé 4 étiquetages nutritionnels, mais je vais me focaliser sur les 2 plus connus, bien sûr le Nutri-Score, et aussi le Nutri-Couleur, qui est en fait l'étiquetage qui est utilisé en Angleterre, en Irlande, qui, comme vous le voyez à l'écran, ne donne pas une note globale, mais un feu tricolore sur 5 critères, le sucre, le sel, etc. C'est une étude de grande ampleur qui a nécessité la collaboration des industriels et des distributeurs, 60 supermarchés dans 10 semaines de tests, 1,9 million d'étiquettes qui ont été posées à la main sur plus de milliers de produits. Vous voyez ici des exemples de ce que ça donnait concrètement. Donc là, dans 4 catégories, l'étiquetage a été apposé et des informations ont été données aux consommateurs. Donc, on avait de grosses attentes, puisque c'était quand même une étude en conditions réelles sur un sujet important. Et les effets, voilà, c'est les suivants. Donc, pour vous présenter ces effets, ce qu'on va voir ici sur l'axe vertical, c'est le changement du nombre d'achats par rapport aux magasins témoins, ceux qui n'avaient pas d'étiquetage nutritionnel. Et en fait, pour vous donner le détail de l'effet de l'étiquetage, en fait, on a séparé les achats entre les produits avec un fort, un moyen ou un faible niveau nutritionnel dans la catégorie. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que, par exemple, pour le Nutri-Score, on a une augmentation de 14%
des achats des produits qui sont dans le premier tiers au niveau qualité nutritionnelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu d'effet sur les autres produits, ni d'ailleurs sur les produits qui n'avaient pas d'étiquetage du tout. Et ce n'était pas d'ailleurs un effet qui est propre au Nutri-Score, puisque le Nutri-Couleur, qui donc donne des informations plus détaillées, vous voyez à peu près le même effet, c'est-à-dire un petit effet positif, un peu moins fort que celui du Nutri-Score, mais pas d'effet sur les autres produits. Ce qui est quand même d'ailleurs assez étonnant parce qu'on pensait que, et on avait peur d'ailleurs, les industriels avaient peur, à raison, mais finalement non, que le rouge allait détourner les consommateurs, on n'a pas trouvé ça. Les points principaux que je retiendrai, c'est que donc Nutri-Score était le meilleur label, et d'ailleurs, personnellement, je pense qu'il apporte une réelle valeur pour les consommateurs, ne serait-ce surtout pour les aliments composés, parce que bien malin celui qui pourra donner la qualité nutritionnelle ou même la densité calorique d'une salade composée. Mais les effets étaient quand même finalement assez faibles. Et on a été assez déçus par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre des études en laboratoire comme celles faites par Bernard Ruffieux. Et il s'agit, je pense que ça renforce l'idée que dans certaines catégories, les consommateurs savaient déjà ce qui était bon ou moins bon au niveau qualité nutritionnelle et que ça n'a pas apporté énormément d'informations. L'autre raison pour laquelle ça ne fonctionne pas très bien, mais c'est aussi lié à ce que je viens de dire, c'est que finalement, les gens accordent très peu d'importance au score nutritionnel. Là, c'est une étude qui a été faite avec l'eye tracking, qui permet de voir ce que les gens regardent sur un emballage. Et selon cette étude, il n'y a que 7% de l'attention qui va vers le score nutritionnel, même lorsqu'il est sur la face avant. Donc finalement, si on se dit informer, ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut dépasser le cerveau et commencer à parler au cœur. Parler au cœur, c'est donc tous les nudges affectifs, qui ne vont pas simplement informer, mais vont essayer de motiver et de séduire. Et donc, par exemple, ça peut être sous la forme d'une incitation sociale. Lorsqu'on est à la cantine ou à la cafétéria, ce qui a été testé, c'était par exemple des messages qui demandaient tout simplement à la personne à la caisse de dire « Ah tiens, ce plateau n'a pas l'air complètement équilibré, est-ce que vous voudriez rajouter un fruit ?» des choses comme ça. Et une autre intervention qui personnellement me plaît beaucoup, c'est l'étiquetage sensoriel. L'idée, c'est la suivante, vendre des produits bons pour la santé, des fruits et légumes, pas simplement sur l'argumentation santé, mais sur l'argumentation plaisir. Et donc, cette étude qui a été réalisée aux États-Unis, elle avait trouvé des noms assez sympas. Par exemple, là, les betteraves, c'est de la dynamite. Ça, c'est vraiment du marketing de base, essayer de vendre healthy food comme du junk food. Et vous donner un exemple, une étude qui a été réalisée dans plus d'une douzaine de cafétérias universitaires, donc avec un public qui n'est pas forcément toujours intéressé à la nutrition, puisque comme l'a dit Emmanuel au début, c'est des jeunes adultes, des ados. Et donc, dans les cafétérias, il y avait 3 conditions. Soit, par exemple, les haricots verts ou tous les autres légumes étaient présentés de manière neutre, haricots verts. Soit on mettait en avant le côté santé et nutrition. Et donc, on disait que ce sont des haricots verts qui sont riches en antioxydants. Et là, l'effet, il est négatif. C'est-à-dire qu'on a 21% d'acheteurs en moins, de consommateurs en moins, lorsqu'on rappelle que les haricots sont bons pour la santé. Et ça, c'est lié à cet effet de halo santé que j'ai d'ailleurs étudié, qui est de dire que s'ils sont bons pour la santé, ils ne doivent pas être tellement bons au goût. Ce qui d'ailleurs n'est pas vrai pour tout le monde. Je pense que les mangeurs sains dont vous parlez au début n'ont pas cette association. Mais en moyenne, chez les jeunes, aux États-Unis, en tout cas, on a eu cet effet. En revanche, lorsqu'on présentait ces haricots de manière plus imagée, alors là, c'est traduit de l'anglais parce que c'était Sizzling Sichuan, mais grésillant sichuanais, si on voulait faire ça en français. Là, on a une augmentation de 14% du nombre de consommateurs de ces haricots. Donc vraiment, l'idée, c'est, je vais mettre en avant pas la santé, mais le plaisir. Et il y a un autre effet qui est intéressant lorsqu'on met en avant le plaisir, et je suis d'ailleurs un grand partisan de ce que j'appelle cette approche épicurienne, c'est-à-dire le plaisir comme allié d'une alimentation saine, c'est que ça va inciter à choisir des quantités plus raisonnables. Donc ça, c'est une étude qu'on a réalisée avec la collaboration de l'Institut Paul Bocuse dans leur cafétéria. 109 clients qui sont venus, qui ont payé 15 € pour un menu, et ils pouvaient choisir la quantité qu'ils voulaient, soit de quenelle, soit de hachis parmentier ou de tarte au citron, avec 3 types de menus.
un menu basique qui décrit simplement le plat, du genre parmentier de bœuf, sauce tomate et pesto. Un menu nutrition dans lequel on vous dit attention, chaque tarte au citron, c'est 86 kilocalories et 24% de matière grasse. Et le menu épicurien, dans lequel les maîtres d'hôtel de Bocuse ont écrit un petit poème sur ce parmentier de bœuf aux saveurs du Sud, subtilement relevé au piment d'Espelette, etc., etc. Et donc, l'idée, c'était, l'aliment était le même, hein, on est d'accord. On change, on met l'accent sur la nutrition ou sur le plaisir, et on regarde combien les gens ont consommé. Donc, dans la condition de contrôle, en moyenne, le repas faisait presque 1000 calories, et la valeur perçue du repas à la fin était de 17 €. Donc, ils ont payé 15, ils en ont eu 2 € pour leur argent, si vous voulez. Dans le menu nutrition, on a eu un effet dramatique, énorme. Contrairement d'ailleurs à l'effet du Nutri-Score en supermarché, on a une réduction de 30% de la prise alimentaire, qui est d'ailleurs une réduction personnellement que je trouve trop importante. Je pense que certains de nos convives se sont arrêtés prendre une glace parce que 678 calories, c'est vraiment pas beaucoup pour un repas. Et on sait très bien que les restrictions alimentaires, ça ne dure pas longtemps. Et en plus, c'était mauvais au point de vue business parce qu'ils se sont dit non, vraiment, ça ne valait pas plus de 15 €. Dans le menu sensoriel épicurien, on a une réduction, on va dire, modérée et donc plus durable de 17% de la quantité consommée. Donc les gens eux-mêmes ont choisi une portion plus raisonnable et ils ont pensé que le repas lui-même, l'expérience a été augmentée. C'est-à-dire qu'ils se sont dit à la fin, ça valait plutôt dans les 20 € ce repas. Donc ils ont mangé moins, mais ils étaient prêts à payer plus. Et ça, je pense que c'est vraiment un aspect important d'une stratégie alternative à celle qui mise tout sur la nutrition. Alors, je termine ensuite. Qu'est-ce qu'il y a après le cerveau et le cœur? Il y a la main. Donc, moi, j'ai dit, en fait, et c'était le titre d'ailleurs de ma présentation, si on veut vraiment influencer les comportements, il faut parler à la main. Qu'est-ce que ça veut dire parler à la main? Ça veut dire, en fait, changer directement, par exemple, l'aliment. Ça peut être de couper les aliments en morceaux, les présenter au début dans la chaîne lorsqu'on va à la cafétéria, ou alors l'effet le plus important, c'est celui sur la taille de la portion. Ça, c'est vraiment l'effet le plus fort au niveau de l'alimentation. Si on nous sert plus, on mange plus. Et vous voyez ici qu'en passant des nudges cognitifs aux nudges affectifs, aux nudges comportementaux, on multiplie par 3 l'efficacité du nudge. Donc, très rapidement, parce que je pense qu'on arrive à la fin, pourquoi c'est important? Parce que déjà, les quantités ont énormément augmenté. Je voulais juste vous montrer ici quelques statistiques, mais je pense qu'on est tous convaincus. Je passe vite. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement chez nous, en tant que parents ou même en tant qu'industriel? Et donc là, je vous présente ma dernière étude qui est en fait sur l'idée de couper, de portionner les aliments. Donc rapidement, là, vous voyez les deux pains, lequel vous paraît être le plus gros? Celui de gauche ou celui de droite? Si vous êtes comme la plupart des gens qu'on a testés, 65% ont dit celui de droite. En réalité, celui de droite, c'est le même que celui de gauche, sauf qu'on l'a coupé en tranches et on a mangé 2 tranches. Donc il est plus petit, mais il paraît plus gros. Pourquoi? C'est un biais qu'on appelle le biais de numérosité. Pour estimer la quantité de n'importe quoi, on va se focaliser sur le nombre de morceaux plus que sur leur taille. Et donc, en fait, si on passe de 1 verre à 4 petits verres, on pense qu'il y a plus de smoothie ou d'alcool ou que sais-je dans les 4 petits verres que dans le grand verre, alors qu'en réalité, il y en a moins. Et voilà encore d'autres exemples à droite qui vous montrent comment, en fait, en prédécoupant, on peut… concrètement, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a coupé la petite tablette de chocolat, on a mangé un carré et on les a distribués comme vous les voyez sur l'assiette. Et une majorité des gens pensaient qu'il y avait plus de chocolat dans l'assiette de droite que dans l'assiette de gauche, alors que les 2 assiettes étaient devant eux. Encore une fois, à cause de ce biais de numérosité. Donc, en fait, ce que je veux dire pour conclure, c'est qu'il n'existe pas de solution miracle pour influencer les comportements alimentaires. Toutes ont leur valeur et il ne s'agit pas de… c'est déjà tellement compliqué, comme on l'a vu avec Bernard et Emmanuel, il ne s'agit pas de privilégier et d'interdire une approche par rapport à l'autre, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne suffit pas d'informer. Ce serait trop simple s'il suffisait d'informer. Il faut le faire. Les consommateurs ont droit à avoir une information simplifiée basée sur des règles scientifiques. Mais il ne faut pas oublier de parler
au cœur et parler directement à la main. Influence, c'est ce qui a l'effet le plus important lorsqu'on veut influencer le comportement. Merci beaucoup Pierre, tu nous as donné une bonne synthèse de comment influencer en parlant à ma main plutôt que la partie cognitive. Je propose qu'on passe à la table ronde et on va reprendre globalement toutes les questions. Je vais présenter rapidement l'ensemble de ceux qui vont pouvoir répondre. Donc en plus de nos 3 intervenants sur la diapositive suivante, on va accueillir Yvette Soustre, qui est dans le comité, membre du conseil scientifique. On va accueillir Daniel Thomé, qui est président de ce conseil scientifique, et Philippe Legrand, qui fait partie du comité scientifique aussi, et qui, pour Daniel Thomé et Philippe Legrand, sont tous les deux professeurs en nutrition. L'un l'était à AgroParisTech et Philippe l'est toujours à AgroCampus Ouest. Donc l'idée maintenant, c'est de débattre en fait de tous les éléments que viennent de nous donner Pierre, Bernard et Emmanuel sur les différentes influences, que ce soit donc sensorielles, cognitives ou informatives, et en échangeant sur ce qui peut finalement faire durer les comportements. On comprend dans ce que vient de nous dire Pierre qu'il y a en effet cette partie de nudge comportementaux qui, en mettant les portions, il y a eu beaucoup de questions autour de cette question de portions, puisqu'en effet les Nutri-Score et EcoScore sont pour du 100 grammes et absolument pas pour sur la partie qui est proposée avec le produit. Donc je vais donner la parole à Yvette qui va nous dire un petit peu ce qu'elle pense, elle, de ces questions-là autour de l'information, autour des étiquettes. Juste le micro, Yvette, si vous pouvez. Oui, c'est bon. Peut-être, bonjour tout le monde, peut-être la première chose à dire, c'est en fait de mettre beaucoup l'accent sur les étiquetages. Ça ne préjuge pas ce que le consommateur va faire du produit. Quand je lisais que les consommateurs avaient acheté beaucoup plus de produits A ou B, par exemple, est-ce que c'est une bonne idée, étant donné qu'il y a dans ces produits des aliments comme les frites, les nuggets, le Coca Light, etc., d'influencer les achats des consommateurs vers ces produits-là qui ne préjugent en rien de ce qu'ils vont en faire, mais qui ne préjugent en rien non plus de leur alimentation. Donc, je pense qu'il y a le produit d'un côté, c'est bien d'informer, c'est important d'informer sur le produit. Encore faut-il informer à bon escient, notamment en ce qui concerne Nutri-Score, peut-être il manque la notion de portion qui est importante. Quand on voit par exemple en restauration rapide, que l'on achète une petite ou une moyenne ou une grande frite, elles auront le même Nutri-Score, donc ça va être complexe à comprendre pour le consommateur. Donc peut-être ça ne suffit pas en soi, c'est un premier stade, mais l'information et la compréhension du consommateur autour de ces labels me semblent particulièrement importantes. Voilà les premières réflexions autour de ce qui a été dit. Merci Yvette. On peut peut-être donner la parole à Daniel et puis peut-être à Philippe sur l'influence nutritionnelle de ces étiquetages. Il y a beaucoup de questions autour de la surinformation. Est-ce que le fait d'avoir beaucoup trop de messages sur les emballages ou globalement sur la nutrition avec le PNNS, etc. Qu'est-ce que Daniel, on peut dire sur la surinformation à disposition du consommateur? Bonjour, d'abord je voudrais remercier Emmanuel, Bernard et Pierre. J'ai trouvé les interventions très, très claires, bien documentées et surtout très complémentaires. Donc ça faisait un bon tour sur la question. Alors oui, j'avais noté cette question dans la liste des questions qui est sûrement un vrai problème, cette surinformation sur la nutrition, parce que tout ce qui a été dit, notamment sur les informations quelles qu'elles soient, qui sont transmises aux consommateurs, implique que ça soit des informations qui aient un bon niveau d'objectivité, quoi. Or, c'est vrai que on a ce problème qu'il faut à la fois donner les bonnes informations, et là, je suis tout à fait
le discours de Bernard sur qu'il faut des informations scientifiquement argumentées, cohérentes, basées sur l'expérimentation. Mais en même temps, il faut en permanence essayer de rectifier des mauvaises informations. Et je pense que là, il y a un vrai travail des experts, des scientifiques, des pouvoirs publics et des entreprises, quoi, sûrement, qui arrivent en même temps à essayer de contrer les informations négatives qui sont données, ou la désinformation, quoi, on va dire. Hein. On sait tous à quoi on a affaire. Alors, c'est pas que dans le domaine de l'alimentation, hein, on est d'accord. C'est dans tous les domaines, et on le voit très bien là avec les élections qui arrivent, les soucis qu'on a à essayer de bloquer du n'importe quoi en permanence. Mais c'est vrai dans l'alimentation, et peut-être, alors je me demandais même, alors à notre petit niveau de l'Institut, peut-être faudrait qu'on rajoute dans la charte quelque chose là-dessus, c'est-à-dire comment inciter tous les acteurs des filières alimentaires à faire attention à ne s'appuyer que sur des données objectives et essayer de contrer tout ce qui est de la désinformation, et puis évidemment plus largement voir comment on peut diffuser des messages qui rectifient. Mais j'avoue que c'est très difficile. Jusqu'à maintenant, on a quand même beaucoup de mal à contrer tout ça. Voilà, bon. Je pense que c'est en effet au cœur du problème. Philippe Legrand, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Il y a une question de est-ce qu'on ne gagnerait pas à faire un seul étiquetage qui mélangerait le coût carbone, le nutrition? Qu'est-ce que tu penses? Bravo aux orateurs, d'abord, c'est très, très intéressant. Ça reprenait fort bien ce que nous, physiologistes, on suppose que les intervenants ont les disciplines pour le démontrer, c'est-à-dire les limites du Nutri-Score et la vieille opposition Nutri-Score ou approche par les portions. Alors, finalement, ce que j'ai entendu démontre que l'approche éducative par les portions semble être beaucoup plus active et beaucoup plus puissante. Donc ça, c'est important et il faut que ça remonte au-delà de notre institut vers ceux qui ont peut-être plus de pouvoir. Sur la surinformation, effectivement, je pense que pour avoir regardé un peu de près le score SIGA, qui peut-être existera aussi, l'éco-score, je ne le connais pas, mais en tout cas, il peut y avoir du rouge chez les uns, du vert chez les autres. Donc, la bataille des scores va faire que ça va s'annihiler probablement. Hein, c'est ce que craignaient ceux qui parlent de SIGA, ils n'aiment pas le Nutri-Score et réciproquement. Bon, dans tout ça, finalement, déjà, si ça me touche l'attention que de 7% des personnes, là, on va tomber à zéro, c'est sûr. Donc, ça répond en même temps à la question de la surinformation, quelles sont les sources, et évidemment, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit par Daniel. Qu'est-ce qui est éducatif, qu'est-ce qui est prouvé, et qu'est-ce qui est un petit peu idéologique. Et là, il va falloir effectivement faire des efforts. Et information ou éducation, parce qu'en même temps, c'est un peu désespérant de voir que le cognitif ne fait pas recette, si j'ose dire. Mais c'est logique, c'est logique. Les allégations santé n'ont jamais marché, donc c'est normal que le Nutri-Score ne fasse pas non plus beaucoup d'effets. Voilà, donc il faut avoir l'exigence sur les informations, savoir distinguer l'éducation par le cognitif et l'éducation par ce que je découvre et que j'apprécie beaucoup dans les exposés, c'est-à-dire sensoriel et portion. Finalement, c'est l'appel au bon sens. Entre science et bon sens, on doit pouvoir retrouver un niveau d'information qui ne fasse pas la part belle à la fois aux idéologies et puis à tout ce qui finalement résiste à l'évolution. Juste Bernard Ruffieux, est-ce que vous pouvez nous donner votre sentiment par rapport à cette question des étiquettes qui peuvent être contradictoires? Vous avez fait des évaluations sur EcoScore, Nutri-Score. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui pourrait évoluer entre la fusion des deux ou pas? Alors, sur la fusion nutrition-environnement, je comprends très bien que ce soit souhaitable. D'ailleurs, certains le font. Hein. On a déjà des indicateurs disponibles auprès d'opérateurs privés qui fusionnent les deux. Ici, je pense que la différence entre pertinence et faisabilité est du côté de la faisabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fusionner les deux nécessiterait qu'on ait une pondération entre les deux, qu'on sache quel poids on va donner à la nutrition et quel poids on va donner à l'environnement. Aujourd'hui, on n'a pas de fondement pour faire ça.
Donc, sur ce point, c'est vraiment très simple. Il serait souhaitable, modulo ce que je vais dire juste après, d'en avoir un seul. Aujourd'hui, la communauté scientifique ne sait pas faire ça. Et donc, il faut avancer dans cette direction, mais ce n'est pas pour demain matin. Le deuxième point, c'est quand même par rapport à ce qu'on dit, y compris Pierre a dit ça tout à l'heure en disant, vous voyez, quand il présentait la compétition qu'on avait organisée en nutrition, à la fois en laboratoire et en magasin, entre une vision analytique et une vision synthétique, clairement, le synthétique, ce que je disais tout à l'heure dans mon exposé, est absolument nécessaire. Mais en réalité, en nutrition, on a les d'autres packs qui nous font de l'analyse et qui permettent, Emmanuel en parlait tout à l'heure, aux âges critiques, d'en parler aux enfants, de leur montrer, et puis de comprendre comment est construit l'indicateur. Et en nutrition, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens, vous savez, la raison, il ne faut pas l'acheter quand même aussi rapidement que ça. Les gens comprennent des tas de choses. Beaucoup de gens, la plupart, comprennent comment est fabriqué le Nutri-Score. Ils savent que là-dedans, il y a du sel, du sucre, des acides gras saturés, etc. Et en revanche, du côté écologie, du côté environnement, les gens ne savent pas. Et donc, avoir une information analytique qui vienne compléter le synthétique, qui ne vienne pas abîmer sa puissance de feu, dont parlait très bien Pierre tout à l'heure, ni du côté du cœur, ni du côté de la main, mais la possibilité de nourrir finalement la compréhension, je pense qu'on peut avoir les deux à la fois. Je voudrais dire un mot quand même aussi à propos de l'unité fonctionnelle. Là encore, il est peut-être possible que la portion soit plus pertinente que le poids. Aujourd'hui, on choisit le poids, y compris dans le rapport que vous allez voir en ligne, on a fini par dire finalement va pour le poids, parce que ce n'est pas faisable. Les Canadiens ont passé beaucoup de temps à le faire. Je pense que la France n'est pas le Canada. On ne va pas réussir à faire ça, en tout cas d'un claquement de doigts. Je pense que le mieux est l'ennemi du bien. Et donc aujourd'hui, le poids, c'est ce qu'on sait faire. La portion, peut-être on saura faire ça plus tard, mais encore une fois, ça pose beaucoup de questions. La surinformation, je pense qu'avoir des logos validés par les pouvoirs publics, le Nutri-Score, le futur EcoScore, qui j'espère verra le jour bientôt, sont des moyens finalement de réduire la quantité d'informations données pour accroître la pertinence, on va dire, et fondée sur la science et en appelant à la raison des consommateurs, sans pour autant leur dire voilà, toute l'information est disponible, on va faire la transparence là-dessus. Le consommateur, si je fais un tout petit peu de psychologie comme mes deux camarades, ce qu'on voit dans beaucoup d'expériences qu'on conduit, c'est que le consommateur veut disposer de beaucoup d'informations, il veut de la transparence, mais en réalité, il l'utilise très peu. Et le e-commerce aujourd'hui permet de satisfaire ces deux côtés-là, de dire au fond, si vous voulez savoir comment sont construits les indicateurs synthétiques, si vous voulez savoir quel est l'impact sur la biodiversité locale de tel ou tel produit bio, etc., tout ça est disponible, mais il n'empêche que l'indicateur synthétique et normatif, c'est celui-là. Je pense qu'aujourd'hui, en particulier avec les nouvelles technologies, on peut avoir les deux. Il ne faut pas les opposer, on peut avoir les deux, comme on peut avoir la main, le cœur et la raison. L'homo sapiens est ainsi fait. Merci. Est-ce que Pierre, tu veux réagir par rapport à ça pour que tu nous donnes ton avis? Je pense qu'il est important d'élargir le sujet. Il n'y a pas que l'étiquetage, l'environnement et notamment la praticité. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire agir le consommateur, le faire changer durablement en changeant l'offre, en changeant agir sur d'autres facteurs? Ouais, moi je pense qu'il faut essayer d'imaginer qu'on va avoir un système global qui va prendre à la fois en compte la taille des portions, la qualité nutritionnelle et l'environnement. Je pense que c'est des choses assez différentes et que c'est important justement qu'on puisse marcher sur plusieurs pieds, comme on dit, plusieurs jambes à la fois. Et ce qu'on sait en tout cas, c'est que, comme on l'a dit,
la taille de portion, c'est très important. Et je pense que c'est important parce que c'est un des rares domaines dans lequel il y a du gagnant-gagnant au niveau santé publique, et au niveau aussi business. Enfin, il n'y aura pas, à mon avis, de réel progrès si on n'arrive pas à emmener aussi les distributeurs et les industriels. Et la raison pour laquelle il y a du progrès, c'est que vraiment, si on revient à la base de la base, le plaisir dans l'alimentation, il ne croît pas avec la quantité, il dépend de la qualité. Et en fait, moi, je pense que l'industrie agroalimentaire qui, pendant longtemps, et chez certains, se comporte comme si elle était dans le business de l'énergie, c'est-à-dire comme EDF et les autres, c'est-à-dire gagner plus en vendant plus de calories, plus souvent, à plus de monde et pour plus d'argent, alors qu'en réalité, dans nos pays riches, on a la chance qu'on ait dépassé ce besoin de calories et qu'au contraire, les calories aujourd'hui, c'est en négatif. Et tout l'objectif, c'est comment réussir à continuer à croître et innover en vendant moins de calories, en vendant moins de quantité et plus de plaisir. Et donc, si on se focalise sur le plaisir, on sait que le plaisir n'augmente pas avec la quantité, que le plaisir, il vient d'une alimentation en pleine conscience et qu'au contraire, quand les portions sont trop importantes, les dernières bouchées de ces portions vont faire baisser le plaisir ressenti parce que c'est la dernière cuillerée de mousse au chocolat, c'est celle qu'on regrette, c'est celle qui est écœurante et que finalement, on aurait mieux fait de ne pas avoir. Donc, je crois vraiment à cette idée d'avancer à la fois sur la qualité nutritionnelle et sur une quantité modérée. Juste Emmanuel, pour conclure, on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous donner, toi, j'ai bien retenu de ton intervention qu'il y a vraiment la question de faire accepter le changement aux individus. Qu'est-ce que tu nous dirais, toi, pour conclure sur comment faire agir, faire changer dans la durée les comportements des consommateurs? C'était leur faire accepter, surtout leur faciliter la tâche. Je pense que, voilà, pour avoir suivi pas mal de webinaires sur ces sujets-là, je trouve que tout le monde botte en touche toujours sur oui, mais maintenant, il faut que les consommateurs nous suivent. Ok. Bon, alors, bien sûr, il y a des gens qui proposent beaucoup de choses et le travail de Pierre Chandon et de Bernard Ruffieux le montre et nous apporte énormément repousse un peu les limites justement de notre réflexion là-dessus. C'est formidable, mais voilà, c'était le message que je portais, c'était j'allais aussi dans ce sens-là, de dépasser simplement le niveau de l'information et qu'il y ait des responsabilités qui soient prises au-delà du individu par l'ensemble des acteurs de la filière. Et voilà, je voulais juste peut-être ajouter un mot sur effectivement toute la notion de surinformation. Les travaux en sociologie montrent bien sûr que la surinformation, ça génère de l'angoisse chez le consommateur et il a très vite besoin d'être rassuré par faire un choix. Donc, aiguiller le choix en surabondant sur l'information, c'est vrai que ça a peut-être un cercle qui semble un peu problématique. Et la réponse de Pierre Chandon, toutes ses propositions et son travail autour de la notion de plaisir, je la trouve vraiment très exaltante, ne serait-ce que par rapport à tout ce qu'on a pu, ce qu'ont montré les sociologues de tous les méfaits de la nutritionnalisation à outrance de notre rapport à l'alimentation. Tout ça, c'est très bien documenté et c'est vrai que c'est ce qui a généré aussi beaucoup de troubles du comportement ou de problèmes dans notre relation à notre alimentation et résoudre ce problème par la notion du plaisir. Je trouve que c'est vraiment une piste qui est très enthousiasmante. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel. Donc, avant de passer la parole pour la conclusion à Sandrine et à Nikta, juste vous dire en synthèse qu'on a bien identifié qu'il faut, pour agir sur les comportements, bien profiter des périodes de rupture de vie, que le Covid a fait partie des moments où les gens ont pu changer. Et donc, il faut faire perdurer des changements qui sont mis en place. Qu'il est important de faire accepter les coûts de changement, c'est ce que nous a dit tout à l'heure Bernard Ruffieux. Il faut pouvoir apporter du plus par rapport à ce que les gens ont comme connaissance et faire appel à leur raison et donc bien mettre en avant les nouvelles recherches scientifiques, être très transparent et aider le plus possible et globalement arriver à être plutôt sur
la main, faire agir, et donc aux acteurs économiques de mettre en place de la praticité, des portions qui permettent d'avoir l'impression de consommer plus. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour accélérer ces changements qui sont déjà en très grande évolution. On n'a jamais vu évoluer les choses aussi vite que ce qui se passe depuis 4-5 ans. Je passe la main à Nikta qui va vous annoncer la suite des webinaires. Merci beaucoup Pascal, merci à tous, vraiment passionnant les échanges et les présentations. Donc, ça nous réconforte aussi dans la vision Positive Food. On voit que le plaisir doit rester au centre quand on parle de l'alimentation et de bien manger, et que voilà, les actions, la charte traite vraiment un axe dédié à faciliter les évolutions de comportement. Et donc, si d'autres acteurs adhèrent aussi à cette charte, nous pourrons mener des actions collectives ensemble pour faciliter ces changements et aussi pour augmenter leur efficacité et leur impact. N'hésitez pas en tout cas à nous contacter si vous êtes intéressés. Donc, parmi les leviers, bien sûr, nous avons discuté de beaucoup de leviers ce matin, mais il reste aussi l'offre alimentaire, c'est-à-dire l'offre alimentaire aura aussi un rôle important à jouer pour aider et faciliter justement pour le consommateur l'adoption de ces comportements plus favorables pour une alimentation saine et durable. Donc, nous avons dédié le 3e webinaire de l'Institut qui aura lieu en décembre. La date vous sera communiquée très prochainement sur le sujet, donc émergence d'un nouvel omnivore, toujours, mais comment adapter l'offre alimentaire. Et juste aussi pour information, nous avons lancé, l'Institut a lancé le premier appel à candidature pour le prix Innovation Positive Food. Il y a juste quelques jours. Donc, si c'est destiné aux startups et aux TPE françaises pour apporter et proposer en fait des projets innovants dans le sens de la vision Positive Food pour donc justement faciliter les changements de comportement. Et vous verrez les détails de l'appel à candidature sur le site de l'Institut, et vous pouvez, si vous êtes intéressé, postuler jusqu'au 30 novembre 2021. Merci beaucoup, et je passe donc la parole à Sandrine. Il n'y a pas ton micro, Sandrine. Sandrine, ton micro. Ah oui, j'avais coupé, excusez-moi. Je disais qu'on garde toutes les questions, excusez-moi, qu'on garde toutes les questions, qu'on les transmet à nos experts, et que je ne sais pas quelle forme aura la réponse, Nathalie, mais voilà, en tout cas, c'est pas perdu. Ben, nous, on voulait vous remercier, c'était passionnant. Vraiment, merci à tous. Je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes sur les supports, mais là, encore une fois, on va revenir vers Nathalie, puis vers l'Institut. Sur la page LinkedIn, de toute façon, on partagera beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à vous connecter sur la page LinkedIn où on partage beaucoup de choses, et puis nous faire des messages pour qu'on puisse vous répondre plus précisément, bien sûr. Voilà, et puis pour le replay qui sera en ligne aussi au plus tard demain, voilà. Ben, je vais vous remercier tous, je vais vous souhaiter un bon week-end. Nous, on se retrouve, on va parler agriculture au mois d'octobre. Au mois de novembre, je veux absolument que ce soit au mois d'octobre, c'est quand même assez hallucinant. Donc, ce sera au mois de novembre. Je vais tous vous remercier. Ouais, on était plus de 95 personnes en direct pendant tout le direct. Donc, c'était vraiment des super échanges très inspirants. Et je vous dis, au mois de novembre, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Je salue l'Institut. Je remercie Pascal pour son animation, ma collègue Nathalie et toute son équipe qui nous ont aidés. Merci à Yvette, Nikta, Daniel, Bernard. Au revoir, Philippe, Pierre. Merci à tous. Au revoir. Je vous souhaite un bon week-end. Et vraiment, gardons, moi je garde le plaisir, donc la science, le plaisir et les portions, si on doit garder 3 mots. Et je trouve que là, on a un bon combo pour notre santé. Parce que et je crois que tous les professionnels qui étaient là, ils ont des axes de travail et de réflexion en tout cas. Hein. Et vu le niveau, j'ai quand même l'impression qu'on pourra être force de proposition. Absolument. #Positive Food. Absolument. À tout Merci, bientôt Nikta. en tout cas. Merci pour tous. Au revoir, Au revoir. à bientôt. Merci à tous, au revoir.